Bonjour, je m'appelle Paul Mamère, je suis porteur de trésorerie 21 et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2021. Depuis, je poursuis mes études en journalisme. Ce documentaire est mon histoire, mais surtout celle d'un combat universel. L'inclusion des personnes en situation de handicap est un droit fondamental, mais c'est un défi mondial. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des efforts menés à l'échelle nationale avec M. Abdelchebbar Al-Rachidi, secrétaire d'État chargé de l'insertion sociale. الوزارة تشتغل على ورش مهم جدا اللي هو ورش ديال الإدماج الاجتماعي. وملي كنقولوا الإدماج الاجتماعي كنتكلموا أساسا على الإدماج ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الأشخاص اللي هما عندهم إعاقة ذهنية في النظام التعليمي والتربوي العمومي والوطني بشكل عام. فهذا الأمر احنا كوزارة ومعنا التعاون الوطني والعدد من المراكز ديال المراكز الخاصة اللي كتشتغل في دعم التمدرس ديال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، والهدف هو تأهيل هؤلاء يندمجوا داخل المدرسة العمومية وداخل النظام التربوي على قدم المساواة مع باقي الأشخاص وباقي الناس. Je travaille à l'UNESCO depuis près de 30 ans, toujours sur les thématiques liées à l'inclusion et plus précisément l'inclusion dans l'éducation. Parce que pour l'UNESCO, notre leitmotiv, comme on dit, c'est chaque apprenant compte et compte de manière égale. L'UNESCO, comme vous le savez, est l'agence de fil pour ce qui concerne l'ODD 4 en éducation. Donc, c'est-à-dire que l'UNESCO suit les progrès, les défis et apporte un soutien au pays pour justement arriver à ce qu'ils mettent en place des politiques et des programmes pour l'éducation pour tous. Et l'éducation est aussi un moyen d'atteindre l'ODD 4 sur les inégalités. Donc en fait, tous les ODD sont liés, mais tout commence par l'éducation. Et l'éducation dès la petite enfance, parce qu'à l'UNESCO, on travaille de la petite enfance à l'éducation des adultes. Comment voyez-vous l'inclusion des handicapés dans l'Institut de journalisme? Moi, je ne vois pas la différence. Pour moi, tous sont des étudiants, donc ils ont les mêmes droits, les mêmes possibilités d'accéder aux cours comme tout un chacun. Donc l'handicap en lui-même, c'est une affaire qui est purement personnelle. Et donc nous, en tant qu'institution, ce qui nous intéresse, c'est l'inclusion de l'handicapé, comme vous l'avez appelé. Et effectivement, il ne faut pas qu'il sente ça quand il est au sein de l'Institut. Ça veut dire qu'on doit tout faire pour que la vie pour l'handicapé soit normale. Qu'il soit un handicap, comment dirais-je, physique ou toute forme d'handicap. Et l'important, c'est qu'il s'y retrouve, qu'il soit à l'aise quand il reçoit toute information, quelle que soit sa nature, dans ses cours théoriques, dans ses cours pratiques, et qu'il soit bien sûr un journaliste, Inch'Allah, du futur bien performant. Donc comment on fait concrètement? On travaille avec les pays, parce que ce sont les pays qui sont nos interlocuteurs directs, mais au sein des pays, on va aussi travailler avec les enseignants, avec les associations, avec les communautés, etc. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas se mettre à la place des pays, mais c'est leur donner des orientations et les aider soit à réformer leur politique. Donc nous, en tant que programme sur l'inclusion, on va essayer de travailler avec les pays pour que quand ils vont faire une réforme de leur politique éducative, leur dire attention, il faudrait que votre politique soit plus inclusive. Comment les journalistes pourraient soutenir la cause du handicap mental pour une meilleure inclusion? Il y a plusieurs façons pour qu'ils vous soutiennent. La première, c'est que tout d'abord qu'ils vous considèrent comme un journaliste comme eux. Donc il n'y a pas de ségrégation, qu'il n'y a pas derrière de ce qu'on appelle des stéréotypes. Deuxième aspect, pour que vous puissiez vous aider, qu'il en parle. Parce que tant qu'on sensibilise les personnes, tant qu'on avance dans ce qu'on appelle le changement des mentalités et le fait de ne plus considérer le handicap comme une exclusion.
Troisième point, c'est qu'aujourd'hui, en prouvant que vous êtes capable d'être un bon journaliste, ça va les pousser à changer d'opinion, ça va les inciter à changer leur regard, ne pas pour vous accepter, mais qu'il y ait une concurrence dans le sens de l'humilité, du respect, et que le meilleur gagne. L'inclusion, ce n'est pas faire une place à part, c'est faire une place ensemble. Je suis différent, oui, mais je suis aussi capable de m'engager et porteur d'espoir. Celui d'un monde où chacun trouve sa place, son exception. Ce projet, c'est ma voix, mais c'est surtout celles et ceux qu'on refuse encore d'entendre. Comment envisagez-vous de continuer à promouvoir l'inclusion et la compréhension de la société envers les personnes en situation de handicap mental? Et peut-on, dans d'autres pays hors Europe, s'en inspirer et comment? Alors, bien évidemment, on a fait ce plan fédéral sous cette législature, mais ce que je vais faire, et c'est déjà passé en première lecture au gouvernement, c'est imposer à tous les futurs gouvernements de faire un plan d'action fédéral en matière de handicap. Ça veut dire que tout le monde sera obligé de le faire, c'est indispensable parce qu'on a encore beaucoup de travail, notamment pour les personnes qui ont des déficiences mentales. Par ailleurs, nous avons aussi fait un travail transversal avec les ministres régionaux. On sait que c'est une compétence partagée avec les ministres régionaux et donc nous avons réactivé la conférence interministérielle au niveau du handicap et là aussi on a un plan interfédéral pour qu'effectivement tous les gouvernements, tous les parlements soient sensibilisés à cette thématique du handicap mental. Mais on a encore beaucoup à faire parce que au niveau de l'emploi, c'est vrai qu'il y a les entreprises de travail adapté d'un côté. Et là, il y a effectivement, elles font leur travail, elles font du beau travail. Mais j'aimerais bien voir des personnes en situation de handicap et de déficience mentale aussi sur le marché du travail, des personnes ordinaires. J'ai par exemple dans mon cabinet Xavier. Nous avons voulu associer un grand nombre de membres du gouvernement pour porter le message que, 1. Nous ne perdons pas de vue les objectifs de cette loi en 2005. Nous voulons continuer à l'appliquer, à la mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, nous prenions la mesure du bilan, mais surtout, nous allons prochainement travailler sur ce que l'on fait, sur les actions que nous allons pouvoir mettre en place. Chers spectateurs, j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame la ministre Ben Ali lors de la célébration de l'Independence Day à l'ambassade des États-Unis, où j'ai été personnellement invité en tant qu'ambassadeur de l'inclusion. Mes interviews visent l'inclusion, un sujet cher à mon cœur, notamment après ma nomination en tant qu'ambassadeur de l'inclusion par les anciens des lycées français du monde à Bruxelles. Voici les témoignages de Madame la ministre et Monsieur l'ambassadeur après cette nomination historique. I want to congratulate you, Paul, for your award as the Ambassador of Inclusion. This is an incredible honor for you, and I think for all Moroccans. And I hope that you, your family, and all of your fellow Moroccans are proud of this moment. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Cher Paul, je vous félicite pour cette nomination et ça ne démontre que l'importance de l'inclusion dans nos stratégies, dans nos politiques publiques de développement durable. Ce sont des sujets que nous portons au niveau du Royaume du Maroc de manière très assidue. Nous aurons, Inch'Allah, je l'espère, les Assises nationales du développement durable cette année où ce genre de questions autour de l'inclusion va être porté très haut parce que nous savons et nous sommes totalement convaincus en tant que pays à revenu intermédiaire qui est en voie de développement que nous ne pourrons pas nous développer sans une grande partie de notre société. Donc félicitations encore une fois. Donc l'inclusion, c'est un processus.
On peut malheureusement pas avoir une éducation inclusive du jour au lendemain. Aucun pays n'a réussi vraiment à être complètement inclusif, mais c'est un processus. C'est un processus qui va demander beaucoup de changements à différents niveaux. C'est ça qui rend la tâche difficile. C'est-à-dire qu'il faut travailler et sur les politiques, et sur le financement, et sur la révision des manuels scolaires, et sur l'implication des parents et de la communauté, et sur comment travailler avec les ONG, la société civile et tous ensemble, comment les ministères doivent aussi travailler ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas juste avoir le ministère de l'Éducation s'il ne travaille pas avec le ministère des Transports. Parce que les enfants en situation de handicap ont besoin aussi de transport, avec la santé. Donc c'est vraiment essayer de décloisonner tout ça. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, on voit que les systèmes sont trop cloisonnés. Et moi, je dirais avant tout, il faut une volonté politique et un changement des mentalités. Pourquoi il n'y a pas d'inclusion souvent? C'est que les gens ne connaissent pas le handicap, ils connaissent pas l'autre. Et quand on ne connaît pas, on a un peu peur. Donc c'est vrai qu'on voit des réticences aussi, des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient dans une école inclusive parce qu'ils ont peur que le niveau baisse, etc. Mais c'est souvent par manque de connaissances. L'inclusion, pas pour me mettre en avant, mais pour dire à tous ceux qui doutent que c'est possible, l'inclusion, ce n'est pas un mot à la mode. C'est une réalité, une nécessité, un combat de tous les jours. L'inclusion, quand j'étais petit, beaucoup de gens pensaient que je ne pourrais jamais loin à l'école. Pourtant, en 2021, j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention au lycée des Cartes à Rabat. J'étais le premier porteur de trisomie 21 à y parvenir. Ce jour-là, je ne représentais pas seulement une réussite scolaire. Je représentais une victoire collective, celle de ma famille, de mes professeurs et de toutes les personnes porteurs de trisomie 21. L'inclusion ne s'arrête pas aux portes de l'école. Elle se vit dans la rue, dans les médias, dans le travail, dans le regard de l'autre. Être inclus, ce n'est pas juste être accepté, c'est être valorisé pour ce qu'on est avec notre différence. Aujourd'hui, je suis journaliste et à travers mes reportages, mes vidéos et ce podcast, je vais continuer à porter cette voix de l'inclusion pour que plus aucun enfant porteur de trisomie 21 ne se sente exclu. Pour plus aucun jeune en situation de handicap ne soit considéré comme incapable, parce qu'on est tous capables à notre manière. L'inclusion, de vivre ensemble, ce n'est pas une option, c'est une réalité. Une promesse, celle de ne laisser personne de côté.